Oui, bonjour, Louis Michel, président de la Clé Mayenne et de la Clé Oudon. Dans la première intervention, vous faisiez remarquer qu'il fallait qu'il y ait une bonne harmonie entre ceux qui pilotaient les sages et puis ceux qui font les documents d'urbanisme. Et je regrette déjà depuis quelque temps que tout simplement les clés ne sont pas membres associés par rapport à documents d'urbanisme qui s'élaborent, et ça serait pourtant un endroit où la problématique de l'eau pourrait être réglée plus facilement si le dialogue était là dès le départ. Merci. Merci. Je propose qu'on prenne 3 remarques et puis ensuite on va apporter des éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interventions? Oui, au milieu de la salle. Et là, oui. Oui, merci beaucoup Régine Bruni pour France Nature Environnement. Donc merci pour ces différentes présentations, à la fois réglementaires et aussi sur les 2 autres interventions, avec effectivement une progression et plusieurs propositions de solutions. Par rapport donc à la dernière présentation, effectivement très intéressante, il nous est souvent objecté dans le traitement des eaux avec ces, disons, zones vertes et la trame verte et bleue, qu'elles sont consommatrices d'espace. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue sur ce sujet, parce que c'est relativement souvent objecté par les élus. Voilà, merci beaucoup. Merci. On commence peut-être. Oui, excusez-moi, une petite question. Je suis là, en haut. Bonjour. Bonjour. Merci pour ces présentations. On voit que ce sont des solutions qui sont vraiment très positives. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, quelles sont les contraintes principales que vous rencontrez. Est-ce que c'est plutôt réglementaire? Est-ce que c'est financier? Pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas ces solutions, sachant que, à la vue de ces 3 présentations, on ne voit pas comment, on va dire, les solutions qui promouvoient les solutions grises ne sont plus du tout à la mode, j'ai envie de dire. Donc voilà. Quelles sont vos contraintes aujourd'hui? Merci. Pouvez-vous juste vous présenter? Oui, alors je suis, on va dire, un consultant, je suis en freelance et j'ai travaillé dans la phytorestauration pendant 6 ans et donc je connais assez bien ce milieu. Mais j'ai fait un peu d'export, donc j'ai quitté la France pendant 2 ans et j'aimerais bien promouvoir ces technologies, notamment à l'export. Voilà, donc merci. Je laisse Alain Sapé répondre à la première question. Oui, donc sur la première question, je crois d'abord que sur les différents territoires, les situations sont diverses. C'est vrai qu'il y a des territoires sur lesquels les clés sont bien associées effectivement à l'élaboration des documents d'urbanisme, sur d'autres territoires moins. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement parce qu'il y a des situations différentes. Par contre, c'est vrai qu'il y a la question que vous soulevez des personnes associées, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas compter que sur l'autorité morale que va dégager une clé ou un président de clé pour faire prendre en compte les enjeux de l'eau. Et c'est nécessaire qu'il y ait un appui de la réglementation. Et vous citez effectivement cette question des personnes associées. Moi, on va citer des exemples où il y avait une bonne association en amont, mais comme la clé n'était pas personne associée, en fait, suite à la consultation, toutes les préconisations que le président de clé avait réussi à apporter avaient été finalement balayées. Donc il y a aussi la question réglementaire. C'est vrai sur ce que vous avez soulevé. C'est vrai aussi, par exemple, sur la consultation des clés sur des gros dossiers d'installation classée ou de la consultation pendant que le SAGE n'est pas élaboré. Donc il y a la gouvernance locale, il y a les liens qui se tissent, mais effectivement, parfois, on a des manques au niveau réglementaire et ce serait pas mal que certaines réglementations évoluent pour donner une place plus importante aux commissions locales de l'eau. Merci. Christian Piel, est-ce que vous voulez parler de la question du foncier? Rappelez un peu, vous avez un micro juste devant. Oui, c'est une bonne
question, vous m'entendez, oui. C'est une bonne question. Moi, je dirais, si on vous rétorque ça, c'est que le projet est mauvais. C'est-à-dire que on ne peut pas imposer, parce qu'on gère l'eau pluviale, d'occuper de l'espace, parce qu'effectivement, ça ne tient pas quand on voit le coût du foncier, etc. Non, moi, je pense que la démarche, c'est l'inverse, c'est de dire de quoi on dispose déjà. Est-ce qu'il y a déjà des espaces verts dans le projet? Est-ce que le promoteur, l'aménageur veut mettre des espaces verts? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quels sont ses objectifs, etc. Et on répond dans ce cadre-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'espace vert, on va inonder autre chose. On peut très bien inonder autre chose. Peut-être que... ce que je veux dire, et c'est ce que j'essaie de montrer, l'ANOU n'est pas la seule réponse. On peut très bien, comme je vous montrais, inonder des parkings, des choses comme ça. Dans la plupart des aménagements, de toute façon, dans les PLU, il y a au moins 10 ou 15% d'espaces verts obligatoires. C'est ces espaces verts qu'on doit occuper. Mais voilà, quand la réponse, c'est augmenter les espaces verts pour mettre des nous, la réponse n'est pas bonne. Et ceux qui vous objectent ça ont raison, je dirais. Et si je peux répondre aussi à la question du monsieur, dont je ne me souviens plus la question d'ailleurs, mais... Il y avait la deuxième question, c'était on a l'impression que c'est des solutions moins chères. Et pourquoi on n'y arrive pas? Oui, pourquoi on n'y arrive pas? C'est une vraie question, parce que en fait, les solutions sont relativement simples. On a bien vu, là, c'est inonder des espaces, voilà. Ce qui se passe, c'est que souvent, on confie ça au bureau d'études VRD, et voilà, il fait sa réponse comme il peut, le pauvre, avec des stockages surdimensionnés, avec des saules, sachant qu'il est quand même rémunéré 7 à 8% des ouvrages qu'il va mettre en œuvre, ce bureau d'études. Donc il a plutôt intérêt de mettre ce type d'ouvrage relativement simple à mettre en œuvre et gagner beaucoup d'argent. En revanche, si on a des techniques alternatives, c'est des ouvrages qui finalement ne coûtent pas très cher et qui demandent beaucoup de travail de conception en termes de topographie, etc., etc. Donc en termes de rémunération, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça oblige à faire participer, comme j'ai dit, le paysagiste, l'architecte, enfin tout un tas de gens. Ça oblige à transférer les financements assainissement, aménagement paysager. Ça oblige à faire intervenir à la mairie d'autres services. Et donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Même si, en termes de coûts, en réalité, on l'a bien vu là, en termes de coûts, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire des techniques alternatives. Et même en termes techniques, et en termes de durabilité surtout, c'est des systèmes qui fonctionnent quoi qu'il arrive. Mais effectivement, à la phase conception, qui est la plus déterminante, c'est compliqué, mais d'un point de vue plutôt gouvernance que technique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Oui. Barbara, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un complément par rapport à cette dernière question. Effectivement, nous, ce qu'on constate depuis 8 ans, et si on est capable de montrer aujourd'hui des photos de projets exemplaires qui ont été réalisés, il y a un moteur essentiel, c'est la volonté politique. Et si les projets ont été faits, c'est parce qu'ils ont été voulus par des élus et qu'ils ont été portés par des équipes projets derrière. Donc c'est effectivement le premier moteur. Et même dans le cadre réglementaire actuel, on peut faire des choses. C'est possible. Alors par rapport à la question économique, effectivement, on arrive à montrer que ces solutions vertes sont le plus souvent moins chères que les solutions grises. Pour autant, ce ne sont pas les mêmes qui payent et ceux qui en bénéficient. C'est là aussi un des freins aujourd'hui, c'est que celui qui va investir dans une toiture végétalisée va en supporter le coût, et ceux qui vont en bénéficier derrière, c'est la collectivité, c'est l'intérêt général, c'est des économies d'un point de vue de la gestion de l'eau, etc. Et donc c'est peut-être pour ça que ça a du mal à passer aujourd'hui. Et le dernier frein, mais qui peut être levé par la recherche, plus d'exemples, plus de retours d'expérience, c'est un peu la peur de l'inconnu par rapport à ces infrastructures dont on n'est pas certain de l'efficacité, et pourtant ça marche. Et puis, ce n'est pas les modes de faire. On n'a jamais fait comme ça la phytoépuration, par exemple. C'est quand même le dernier bastion des choses qui font un peu peur en termes d'aménagement en ville. Donc, il faut faire connaître aussi la recherche qui se fait, parce que la recherche en écologie travaille énormément là-dessus, et elle n'est pas forcément accessible au grand public. Voilà. Merci. Je voulais juste rajouter, dans mon cas en tout cas, je travaille beaucoup en Île-de-France, mais je travaille aussi au Plessis Botanique, là juste à côté, à La Riche. Aujourd'hui, on ne parle même plus de techniques alternatives et on n'a même plus à convaincre l'aménageur ou le promoteur. C'est-à-dire que puisque ça se traduit par du vert et que c'est aidé financièrement, même le promoteur est très content parce que ça marque son approche environnementale, donc c'est très vendeur. Et quand en plus c'est associé à des labels HQE, etc., c'est une façon de valoriser le promoteur et donc de valoriser la valeur de ce qu'il construit. Donc aujourd'hui, en tout cas, mon métier n'est plus de convaincre
de mettre en œuvre ce type de technique, il est plutôt de faire en sorte que l'architecte soit associé, que tous ces gens soient associés, de mettre en œuvre cet amalgame pour que ça fonctionne. Mais l'enjeu n'est plus de convaincre sur tout ça. Voilà. Et donc, c'est des opérations très urbaines où on stocke sur les toitures terrasses, on végétalise, on fait de l'agriculture urbaine, l'eau descend en façade, on les récupère et ça ruisselle à ciel ouvert, et ça jusqu'à la Seine. Donc vous voyez, ça va très loin dans l'intégration de ces techniques, et vraiment, il n'y a plus d'efforts à faire, je dirais. Vu ce que fait l'Agence de l'eau, vu ce que font tout un ensemble d'acteurs, Nature Air Paris, il y a tout un ensemble de gens qui participent à ce mouvement-là. Donc voilà, pour moi, le débat technique alternative ou pas, il est, c'est un peu dur de dire ça, mais il est dépassé en réalité. Il y a encore des endroits où ça se pose, mais assez rarement en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois un monsieur avec un micro là-bas. Oui, Daniel Langer, maire adjoint chargé de l'aménagement et de l'urbanisme à La Riche. Et je veux juste apporter un témoignage, puisque je me posais la question tout à l'heure de savoir si c'était bien avec vous que l'on travaillait. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que pour le moment, on n'est pas passé à la phase, si j'ose dire, opérationnelle. Tout simplement parce que l'opération dont il s'agit était jusqu'alors, disons, entravée par les difficultés d'acquisition du foncier. Et ça croise avec une des questions qui a été posée, la question du coût des opérations, du coût du foncier et du risque par conséquent, si l'on doit faire des lieux disons pour récupérer l'eau, de perdre en quelque sorte des droits à construire. Et vous avez fait, et nous avons fait avec le projet adopté, la démonstration que c'était possible, à condition tout de même de contraindre le foncier parce qu'ils sont assez gourmands. Et l'opération telle qu'elle est envisagée, effectivement, est tout à fait économique, dans la mesure où on a réalisé des économies importantes sur les tuyaux par la réalisation des noues, vous les avez évoqués. Donc en termes d'investissement, c'est incontestablement un plus. À cela s'ajoute une caractéristique un petit peu qui affecte et qui accable, je dirais, la ville et indirectement l'opération, c'est-à-dire que nous nous trouvons en zone de PPRI grave, ce qui signifie l'interdiction d'habiter en dessous des plus hautes eaux connues. Alors là encore, d'un défaut, il faut faire un avantage. Au lieu d'enterrer les voitures, eh bien on les laisse sur le sol, mais après il faut les cacher. Et pour les cacher, j'ai d'ores et déjà, par une approche itérative avec un promoteur, proposé la solution qui consiste, dans l'îlot intérieur, à faire une dalle sur laquelle se trouve ensuite de la terre végétale pour faire une sorte de prairie telle que vous les avez montrées. Et donc offrir à l'intérieur à la fois ce jardin qui récupère les eaux, etc. Bon, ça se trouve en dehors du périmètre de la ZAC dont il s'agit. Mais le principe que vous avez évoqué, nous les avons entérinés, adoptés. Au moins sur le papier, ça marche. Il s'agit maintenant de passer à l'opérationnel et j'ai hâte de le faire avec vous. Merci pour votre témoignage. Une autre question? Oui, Jean-Jacques Labatte, conseiller départemental du Morbihan. Je voulais rebondir sur le propos de M. Masset qui a évoqué à juste titre la nécessaire cohérence des politiques publiques. Et j'ai à l'esprit, moi, ce qui se passe en matière de réglementation de manière générale. On peut parfois parler de dérives réglementaires qui s'avèrent contre-productives. Et pour être très concret, j'ai deux exemples en tête. La réutilisation des eaux usées après épuration. Aujourd'hui, on a des textes qui s'appliquent et qui vraiment découragent les initiatives, alors qu'on dispose à la sortie de certaines stations d'une eau d'extrêmement bonne qualité, avec de l'ultrafiltration, des ultraviolets. Enfin, il n'y a plus vraiment de problème microbiologique. Mais les protocoles imposés sont tels que les maîtres d'ouvrage renoncent à utiliser leur eau, et c'est vraiment un beau gâchis. Et j'ai un deuxième exemple à l'esprit qui, lui, est beaucoup plus récent encore. Ça touche le boisement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut faire un boisement au-delà de 0,5 hectares, 5000 m², il est dorénavant soumis à autorisation avec évaluation environnementale préalable.
C'est-à-dire qu'en clair, l'étude préalable coûte plus cher que le boisement lui-même, et donc on n'en fera plus, en fait. Dans les faits, les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, vont baisser les bras en la matière. Donc en résumé, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une incohérence là vraiment réglementaire et qui malheureusement devient de plus en plus fréquente, quoi, et qui décourage l'initiative privée, le pragmatisme et l'innovation, en quelque part. Merci pour ces réflexions. Je vous propose une dernière question et puis on reprendra les présentations. J'ai le micro. Ah. Alain Ledouze de Voivre Environnement dans la Sarthe. Il a été signalé tellement de bonne qualité dans les exemples que vous nous avez proposés que je suis obligé de citer un exemple de projet qui est envisagé sur Le Mans qui m'inquiète énormément, à savoir une zone commerciale. Il y a un promoteur qui est un centre commercial Leclerc qui a déjà bétonné pas mal sur une commune de Saint-Pavas, qui a fait 10 ans plus tard un autre bétonnage dans un autre grand quartier du Mans au Maillet, et maintenant il envisage de faire un bétonnage substantiel de 20 hectares. Mais là, le bouquet, c'est que c'est au-dessus de la station de captage de la CUM du Mans, qui permettrait d'alimenter au moins 150 à 200 000 habitants. Donc c'est très inquiétant de voir que les exemples qui nous ont été cités comme étant favorables pour protéger la qualité de l'eau ne soient pas utilisés et soient même rejetés fondamentalement par cet organisme municipal. Et donc je pense que la volonté politique qui a été indiquée tout à l'heure m'a obligé à prendre la parole tout de suite pour citer ce contre-projet contre lequel nous nous battons, mais nous voudrions savoir si l'Agence de l'eau peut nous aider à faire que ce projet subisse des modifications entrant dans le cadre de la protection de la durabilité de la qualité de l'eau. C'est au-dessus de la station de captage d'eau du Mans. Voilà. Merci. Je vous vois dubitatif, mais je voudrais bien qu'il y ait une réponse parce qu'on est nombreux à vouloir trouver des propositions qui aillent dans ce sens-là. On est à une époque où on n'a pas le droit de faire fi de l'environnement. C'est une priorité dans tous les dossiers. Et là, je crois qu'on a fait fi de toutes les possibilités de protection de la ressource en eau. Oui, donc, puisque vous voulez une réponse, je vais vous la faire, mais elle ne va pas vous plaire forcément. L'agence de l'eau, malgré son eau, ne s'occupe pas de toute la politique de l'eau. Et là, on est clairement dans un projet qui va relever d'un certain nombre de réglementations. Il faut vous retourner vers les autorités qui sont en charge de délivrer les autorisations et d'instruire les dossiers. Alors, suivant l'endroit où c'est, il y a peut-être une autorisation de loi sur l'eau, c'est le préfet. S'il n'y a pas de rejet, si c'est des rejets dans des réseaux communaux, il faut se retourner vers la collectivité locale concernée.